vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Ils refont la France comme tous les vendredis soirs sur RTL. Vous le savez, retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Avec nous ce soir, Juan José Dorado, periodista espagnol. Louise Eklund, British freelance journalist. Annika Jöres für die Zeit. Richard Verly du quotidien suisse Le Temps, bonsoir. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être là donc pour ce nouveau numéro. Au programme cette semaine, la présidentielle bien sûr et cette polémique autour du voile. N'y a-t-il qu'en France que cela suscite autant de débats? On parlera aussi de la reine Elisabeth, 96 ans hier, et puis c'est les vacances pour tous les petits Français. Et oui, les 3 zones en congé ce soir et tout le week-end. Alors à quoi ressemblent les vacances idéales dans vos pays? Et vu de l'étranger, que dit-on des vacances à la française? Sont-elles d'ailleurs différentes des autres? Vous nous direz ça. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas dupliquer ici en France cette semaine, une ville sans alcool. Et oui, ça existe. Voilà pour le programme Ils refont la France. Épisode 35, c'est parti. Die Gentänker Frankreich Ils refont la France sur RTL. mit Amandine Bégaud. Et donc d'abord la présidentielle dans 2 jours, à la même heure ou presque, à 3 quarts d'heure près, on connaîtra le résultat de ce second tour. Le temps fort cette semaine, ça a bien sûr été ça. Le temps On est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Le débat de l'entre-deux tours, débat dense, musclé, de bonne tenue, même détendu par moments, vous l'avez entendu. Le mot Das Wort der Woche. de la semaine. Alors on en a dit quoi chez vous de ce débat? Quel mot utiliseriez-vous, Richard? Défensif. J'ai été, je dois dire, assez surpris de voir que la presse française dans l'ensemble a trouvé Emmanuel Macron offensif. Il a bien posé les questions, mais je pense que l'un et l'autre ont gardé leur couloir, ils sont restés dans leur couloir. Emmanuel Macron ne voulait pas être attaqué sur son bilan, d'ailleurs il l'a peu été. Et quant à Marine Le Pen, elle voulait énoncer quelques propositions claires et populaires, elle l'a fait. Donc pour moi c'était plutôt un débat défensif, ce qui fait qu'on n'a pas eu le duel fort auquel on s'attendait. Défensif vu de Suisse, Annika vu d'Allemagne, vous diriez quoi? Quel mot? moi je dirais banquier bus parce que c'est ça que les Allemands ont. Banquier bus banquier russe. Ah, banquier. Parce que c'est ça que les Allemands ont retenu, c'est la petite phrase de Oui. Macron, comme quoi quand Marine Le Pen s'adresse à la Russie, elle parle avec son banquier. C'est ça qui a suscité l'intérêt des Allemands. En même temps, il trouvait que dans l'ensemble, dans les commentaires, Marine Le Pen avait eu peut-être un peu meilleure presse qu'ici, puisqu'il trouvait qu'elle est plus sérieuse qu'en 2017, qu'elle connaissait mieux les dossiers et tout ça. Donc c'était pas aussi tranché que dans la presse française, j'avais l'impression. En Espagne, Juan José? Étrange. Alors Étrange. pourquoi étrange? Mais parce que le rôle était inversé. D'un côté, effectivement, Macron peut-être trop offensif par rapport à ce qu'on attendait. Et d'un autre côté, effectivement, Marine Le Pen, trop tranquille, quand elle aurait dû être beaucoup plus offensive, parce que c'est maintenant, c'est sa dernière chance, et parce que les enquêtes montrent qu'elle s'est rapprochée, ou elle se rapproche beaucoup plus qu'en 2017 d'Emmanuel Macron. Donc le rôle était inversé, et c'est pour ça qu'on a trouvé un débat étrange par rapport à ce qu'on attendait. Louise, on parle d'arrogance dans la presse britannique. Ouais, on parle un peu d'arrogance, de directeur d'école, un peu de donneur de leçons, mais sacrément solide au même temps et précis. Oui, le Guardian dit de Macron, je cite juste la phrase, n'a pas réussi à se débarrasser de son attitude d'expliquer les politiques en détail comme le ferait un directeur d'établissement scolaire. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui est ressorti en tout cas. Et puis pour Marine Le Pen de son côté, performance meilleure qu'en 2017, ça on l'a entendu en France également, mais quand même un débat largement dominé par Emmanuel Macron pour la presse britannique. Alors ce débat visiblement n'a pas vraiment fait bouger les lignes quand on regarde les sondages. Notre dernier baromètre BVA pour RTL et Orange, il donne Emmanuel Macron à 55,5% d'intention de vote. C'est 1,5 point de plus que la semaine dernière. Mais quand on interroge ceux qui ont vu le débat et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la même tendance. C'est joué, plié d'après vous, Richard?
Plier, certainement pas, parce que il y a ceux qui répondent au sondage, il y a ceux qui ne répondent peut-être pas la vérité au sondage, et puis il y a tous les autres. Donc je crois qu'il faut regarder les urnes avec quand même une certaine distance, ne pas s'en tenir aux enquêtes d'opinion. Par contre, il y a deux choses qui sont frappantes dans cet entre-deux tours. C'est que moi, j'ai trouvé que Marine Le Pen n'a pas fait une bonne campagne d'entre-deux tours, alors qu'elle avait été très performante avant le premier tour. Elle avait un rôle populaire, on le sait, de proximité. Là, elle s'est quand même, j'allais dire, elle a buté sur certaines de ses propositions, le voile notamment. Et on va en reparler. Voilà, pendant le débat, la question du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, Emmanuel Macron lui disant ce sont les entreprises qui augmentent les salaires et pas vous. Donc pas bonne campagne de Marine Le Pen. Et quant à Emmanuel Macron, il n'a pas fait des meetings formidables. J'étais à Marseille. Franchement, on s'est un peu ennuyé lorsqu'il a listé ses propositions écologiques. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Il a fait une campagne extrêmement ciblée sur un électorat qu'il veut conquérir, les jeunes sympathisants écologistes sensibles à la question climatique. C'est intéressant. Vous étiez à Marseille. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était qui les gens qui étaient là autour de lui pour ce meeting en plein air? Eh bien, justement, il y avait une totale déconnexion entre son propos et les gens qui étaient là. Les gens qui étaient là, c'était pas mal de, me semble-t-il, en tout cas ceux que j'ai interrogés, de retraités ou d'actifs marseillais qui avaient envie qu'on leur parle de front républicain. Vous savez, ce cordon sanitaire contre le Rassemblement national, qu'on leur parle de la diversité de Marseille, etc. Or, lui, le président, a fait tout un catalogue de mesures climatiques. Parce que, à l'évidence, il cherchait à faire passer un message à un certain type d'électorat. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à Marseille, pourtant, il y avait le ciel bleu et la pelouse était verte, mais il n'y avait pas une grande assistance, peut-être 2500 personnes, alors que le lieu peut en contenir au moins 6000. Annika, vue d'Allemagne, Marine Le Pen a perdu? Elle a perdu, mais pour les Allemands, elle a quand même gagné, puisque en Allemagne, on est quand même assez choqué qu'une femme d'extrême droite, avec un programme aussi lambda, puisse arriver aussi haut. Choqué, c'est le mot, vraiment? Oui, c'est vraiment, pour les Allemands, c'est choquant. Enfin, ils pensent que même si Macron passe 53, 55, 57%, peu importe, il a perdu, parce que le Rassemblement national, il a quand même énormément gagné pendant son mandat, donc c'est aussi un peu son défaut, on va dire, qui est là sur la table. Et je pense, pareil, que je pense l'électorat de gauche, il va jouer un très grand rôle dimanche. Moi, j'étais à Saorge, donc c'est à peu près le seul village qui a voté à gauche dans ma région du Sud, qui est complètement convaincu par Marine Le Pen. Enfin, oui, vous vivez dans le sud de la France, Annika. Voilà, j'habite dans le Sud, donc vraiment la terre de Marine Le Pen. Mais là, il y a un petit village qui a déjà eu le plus grand vote pour François Mitterrand en 81. C'était le village avec le plus haut score, apparemment. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, j'ai parlé avec les hommes et femmes de gauche du village qui ont mis Mélenchon au premier tour des votes. Ils vous disent quoi? La plupart veulent s'abstenir. Il y en a même quelques-uns qui veulent voter Le Pen, mais qui se disent d'extrême gauche. Donc c'est assez surprenant, mais c'est le fait qu'ils ne veulent plus voir Macron, je pense. Ça vaut plus que le programme. Toujours selon notre sondage BVA, les 2 tiers des Français ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale s'il est réélu. Ils souhaiteraient donc une cohabitation. Ça vous surprend, ça, Juan José? Non, ça ne me surprend pas, parce que là, on parle du front républicain, cordon sanitaire, mais on oublie quelle est la responsabilité de Macron pendant ces 5 ans. Il y a un front anti-Macron qui est réel. Et Annika a raison quand elle dit l'histoire est de savoir ce que va faire le vote de gauche. Et comme disait aussi tout à l'heure, le fait est qu'une partie de la gauche de la France insoumise reconnaît qu'elle va voter pour Marine Le Pen, mais il y en a toute une autre partie qui ne le dit pas et qui va voter aussi pour Marine Le Pen. Vous croyez qu'il y a un vote caché encore? Je pense qu'il y a un vote caché. J'ai suivi ces dernières années les 2 dernières campagnes, enfin les 2 campagnes intérieures de Mélenchon, et on voit chez les mélenchonistes un front anti-Macron aussi fort qu'un front anti-Marine Le Pen. Donc effectivement, pour nous les Espagnols, c'est Macron qui est favori, mais vous avez constaté cette semaine quelque chose d'étrange, c'est que Le Monde publie une tribune du président espagnol, du président portugais et du chancelier allemand pour demander les votes pour Emmanuel Macron. Alors peut-être que l'extrême droite et Marine Le Pen va parler d'ingérence, mais c'est quand même étonnant que 3 chefs de gouvernement se prononcent quelques jours avant une élection pour, dans ce cas précis, Emmanuel Macron. Mais c'est même assez inédit. Alors je ne sais pas si c'est inédit. Alors que paradoxalement, pardon, je vous coupe tous les deux, mais on n'a pas eu ce qu'on a pu connaître en 2002 et même en 2017, des manifestations vraiment contre Marine Le Pen.
Non, et alors je ne sais pas si c'est inédit, s'il n'y avait pas eu des prises de position dans le passé. Il me semble ce qui est intéressant là dans cette tribune, c'est que ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui siègent en ce moment au Conseil européen et qui expriment donc leur inquiétude sur ce qui se passerait en cas d'élection de Marine Le Pen. Et force est de lire, moi j'ai lu cette tribune, ils disent la vérité. Ils disent qu'il y aurait un risque de vrai séisme institutionnel européen. Et c'est contre cela qu'ils mettent en garde. Je ressens que la communauté internationale, en tout cas quand je lis le New York Times, le Washington Post, toute la presse britannique, il y a une sorte d'inquiétude quand même. Si jamais Marine Le Pen passe, ça crée une ambiance qui est complètement différente. J'ai lu dans le New York Times qu'elle était comparée... Sa présidence pourrait être comparée à celui de Donald Trump aussi, et que ça semblerait oui, il y a un menacé. journal, je crois, allemand qui disait que ça pourrait être l'équivalent du Brexit comme détonation exactement. pour l'Europe. Non, Brexit empire, disent les Allemands. Brexit empire, exactement. Oui, j'ai pas les mots exacts, mais en tout cas, oui, c'est ce sentiment qui ressort. En tout cas. Ce qui est sûr, c'est quel que soit le résultat dimanche soir à 20h, l'après sera sans doute compliqué. Richard. Écoutez, s'il arrive, Emmanuel Macron, à sortir des urnes, si je puis dire, avec 55, 56, 57%, et ne parlons pas d'un score plus élevé, franchement, ce sera une sacrée performance électorale. Parce qu'après, rappelons que quand François Mitterrand et Jacques Chirac avaient été réélus, ils l'avaient été après une cohabitation. Emmanuel Macron n'a pas eu de cohabitation, donc il sera réélu, il aura perdu 10 points sur 5 ans, ce qui finalement n'est pas énorme. Bien sûr, il y a tout ce problème du vote par défaut. Moi, je pense qu'à ce niveau de suffrage, il pourra réenclencher une dynamique. Par contre, en dessous, ce sera compliqué. Ça sera toujours compliqué parce qu'un deuxième mandat est toujours compliqué. Et parce qu'il y a dans un mois et demi les législatives derrière. Et c'est vrai que c'est les législatives qui vont marquer la direction du quinquennat. Parce que c'est effectivement, on a une extrême droite, que ce soit Rassemblement National ou Reconquête, ou une France Insoumise ou une gauche importante au niveau de l'Assemblée nationale. Qui voudront peut-être prendre leur forcément, revanche. peut-être les cette Insoumis, histoire on a des vu Mélenchon cette cohabitations semaine. pourrait arriver, mais forcément, ça va diriger le quinquennat et les difficultés restent à venir quand même. 19h29 sur RTL, vous restez avec nous dans un petit instant. Retour sur l'un des temps forts de ce débat. On l'évoquait tout à l'heure, cette passe d'armes autour du voile. N'y a-t-il qu'en France que le sujet fait polémique? Réponse juste après ça. Tout de suite sur RTL. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir toujours Louise Ecland, Danica Llorès, Richard Verly et Juan José Dorado. La polémique de la semaine. de la Je suis semaine. pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Cette situation n'est pas admissible dans notre pays. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. La France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux avec Autant votre que ceux texte qui ont couru après les masques, vous savez, ceux qui les avaient pas. Vous m'accorderez que c'était temporaire et les gens ont été rigoureux. Soyons non, mais sérieux. ce n'est pas sérieux. C'est un sujet récurrent ici en France. Depuis plus de 30 ans, une nouvelle fois, la question du voile s'est donc invitée dans la campagne présidentielle. Marine Le Pen veut, vous l'avez entendu, l'interdire dans tout l'espace public. Impossible, répond Emmanuel Macron, qui plaide, lui, pour une république laïque mais libre. Il n'y a qu'en France que ce sujet fait autant débat. En Allemagne, Annika. Ça a fait débat, mais il y a quelques années. Là, c'est un peu démodé, on va dire. Ça fait débat puisqu'il y avait des employés et les employeurs qui ont interdit le voile, par exemple, dans une crèche. Et après, c'était devant la justice qui a tranché que les employeurs peuvent éventuellement décider sur l'interdiction du voile. Mais ça, c'est au niveau de l'industrie, on va dire, d'employeurs. C'est pas l'État qui veulent interdire. Donc, c'est un autre débat. Depuis 2017, le port du voile intégral est interdit, mais uniquement pour les fonctionnaires et pour les militaires. Au Royaume-Uni, on voit des voiles partout, si j'ose dire. Les policières sont voilées. Il n'y a pas d'interdiction de voile intégral en Grande-Bretagne et les écoles ont le choix d'interdire ou pas. Enfin, ils ont ce choix-là dans les écoles aujourd'hui. Donc, du coup, chez nous, c'est un peu, on va dire, le pays du multiculturalisme. Oui, c'est souvent comme ça que c'est présenté. C'est accepté.
En Espagne, Juan José? Alors c'est très particulier parce que nous, on n'a pas des lois déjà, effectivement, comme mes confrères. Et ça n'a pas causé un débat en Espagne. On en a parlé justement quand la loi est sortie en France. Mais ce qu'on s'est dit là-bas, c'est que la liberté religieuse est un droit fondamental. Et donc, on ne pouvait pas faire une loi. Alors, les écoles, il n'y a pas une loi pour interdire le voile dans les écoles. Par contre, les écoles ont le droit d'établir un code vestimentaire qui est établi, c'est-à-dire beaucoup d'écoles vous disent vous ne pouvez pas avoir ni un chapeau, rien sur la tête. Et donc certaines écoles se sont accrochées à ça pour sortir de l'école des élèves voilés. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelques centaines des filles voilées dans les écoles espagnoles. Ça n'a jamais causé de problème. Et devant la liberté religieuse, il y a aussi la liberté de l'enseignement. Et donc ces filles ont le droit d'assister à l'école, on ne peut pas les séparer. Donc en Espagne, c'est pas en soi un débat, mais surtout on tient compte du fait qu'il y a une loi fondamentale, c'est la liberté religieuse et la liberté à l'enseignement. Chez nous, c'est toujours très électrique ce débat. Comment vous l'expliquez, Richard ? À cause de la laïcité, évidemment, et de la place qu'elle prend dans la société française. Ce qui est intéressant dans le cas suisse, par exemple, c'est qu'il y a eu une votation. Les Suisses ont voté en mars 2021, non pas sur le port du voile, mais sur le port de la burqa qui dissimulerait l'intégralité du visage. Et l'initiative, donc elle avait été portée par le peuple, eh bien là, elle a gagné. C'est-à-dire qu'il est désormais interdit de porter la burqa. Ensuite, je rappelle qu'il y avait eu aussi une votation quelques années avant sur l'interdiction de construction des minarets. Non pas des mosquées, mais des minarets. Donc vous voyez que le climat est quand même un climat d'encadrement strict de l'islam, mais par contre pas de problème sur le port du voile dans l'espace public. D'ailleurs, si l'été vous venez vous promener le long du lac Léman, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes voilées en noir, mais en général elles sont saoudiennes et plutôt pas fortunées. Alors il y a un argument, c'est cet argument de la laïcité qui me fait bondir tout le temps. Comme si nos pays n'étaient pas laïques. Mais nos pays sont aussi laïques que la France. Donc, ce n'est pas une histoire, en fin de compte, de laïcité, ou c'est une laïcité mal comprise. C'est pour ça que ce terme laïcité, c'est comme si la France était le seul pays laïque du monde. Non. C'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est des pays laïques aussi. Mais du coup, ça vous surprend, vu de vos pays, ou dans vos pays, est-ce que ça surprend que chez nous, à chaque fois, dès qu'on ouvre ce débat, c'est ce que je disais, c'est électrique, Louise? C'est choquant pour les Anglais, ça ou... C'est pas choquant pour les Anglais, disant qu'il y a le débat également chez nous. Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je me dis... Ça peut très bien se passer, en fait. Ça peut très bien se passer. Or... c'est un débat complexe. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, mais en tout cas, en regardant de l'extérieur, c'est vrai que c'est particulier, c'est très particulier. Annika ? Oui, c'est particulier. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont bien plus importants que ça. Enfin, déjà, le burqa, je sais pas, ça concerne combien de femmes vraiment qui le mettraient en France ou en Allemagne? Alors là, c'est le voile intégral. C'est encore. Mais même là, il y avait le débat est-ce qu'ils sont interdits à la plage? Alors après, il y a le voile islamique. Mais ce qu'elle dit, Marine Le Pen, c'est que, excuse-moi, mais c'est un peu de passe-temps pratiquement. Elle dit qu'elle veut interdire le hijab. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas le voile intégral, c'est-à-dire que c'est là on est sur un... c'est le voile islamique. Et c'est le seul c'est pays... pas le foulard. Si elle devait passer, et si cette loi serait votée, eh bien, du coup, ce serait le seul pays au monde, je crois. Je crois aussi. Oui. Où ce serait mis en place. Donc, c'est quand même une exception. Alors la laïcité, c'est une exception peut-être aussi, je ne sais pas, la France est une exception. Oui, et ça créerait, je pense, peut-être pas la guerre civile comme disait Macron, mais quand même pour les femmes déjà accompagnatrices pour les sorties d'école, enfin tout ça, évidemment, ce sont des femmes qui sont souvent impliquées aussi dans la vie. Ça créerait beaucoup de conflits inutiles, je pense, parce que à quoi ça sert Mais vous voyez dans notre pays, ici en France, plus de femmes voilées que dans vos pays ou pas? Parce que, sincèrement, non, pas plus. Non. Pas plus. Non. Sauf que nous, on fait plus attention. Ici, quand on se polémiquait, on va parler d'insécurité et de voile. C'est systématique. Ça revient tout le temps. Ce n'est pas le cas dans un pays comme l'Espagne. Et vous allez en Andalousie, et à Madrid ou du côté de la Catalogne, des musulmans et des musulmanes, vous en avez des milliers. Et ça ne pose pas
du tout, ni le même débat, ni les mêmes problèmes qu'on retrouve en France. À tel point que pour nous, souvent, quand on propose des infos là-dessus, ça ne les intéresse pas à nos rédactions, parce que ça n'intéresse pas spécialement les publics espagnols. J'ai l'impression qu'on mange souvent les choux et les carottes, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est pas très clair en France. On n'arrive pas, malgré le fait que je trouve qu'en tant que journaliste, j'entends souvent des discours pédagogiques, d'explications, etc. J'ai l'impression que le message ne passe pas et on ne sait pas trop de quoi on parle en général. Richard, un dernier mot ? Alors, j'ai quand même l'impression, peut-être qu'on en voit plus en France. J'essaye de comme ça réveiller mes souvenirs. De voile. Oui, de voile. Ce qui m'a frappé, par exemple, récemment, quand j'ai fait cet itinéraire le long de la ligne de démarcation pour le livre dont on a parlé ici, c'était des villes tout à fait moyennes, voire des petites villes. Et là, j'ai vu plus de femmes voilées que je n'avais l'habitude d'en voir. Effectivement. Donc, peut-être qu'il y a visuellement, les choses ont changé et Marine Le Pen essaye peut-être d'agripper cette réalité. Allez, 19h40, on va faire une toute petite pause et changer complètement de sujet. Dans un instant, on va parler vacances et anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday, your majesty. C'était hier à Londres, anniversaire de la reine, 96 ans. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud, good evening. Ils refont la France sur RTL. 19h43 sur RTL, avec nous toujours ce soir Louise Ecland, Annika Llores, Richard Verly et Juan José Dorado. La donna della settimana. La femme de la semaine. Et notre femme cette semaine, c'est donc la reine Elisabeth. Levez-vous Louise, non je rigole, votre reine. Vous lui consacrez d'ailleurs un livre qui s'appelle God Save My Queen, publié aux éditions du Rocher. Cette reine, on a l'impression que c'est la reine de chaque Anglais. C'est ça. Alors que pourtant, on peut pas dire que... Non mais attendez, on peut pas dire que ce soit le personnage le plus chaleureux qui existe. Ah bah chaleureux, c'est pas ce qu'on lui demande. Elle est au service de son peuple. Elle est très drôle. Ça, c'est sûr. Elle a le sens du devoir. Elle est une femme exceptionnelle, un exemple. Elle a traversé toutes les époques des crises exceptionnelles. Elle a eu Churchill comme Premier ministre. Oui, non, mais c'est vrai. C'est la preuve vivante qu'on peut traverser des situations compliquées et s'en sortir. Alors, dans votre livre, vous racontez plein d'anecdotes et notamment, alors ça c'est très léger, mais quelle est mauvaise ruse au Monopoly? Bah oui, c'est interdit dans la famille royale de jouer au Monopoly. C'est interdit, mais pourquoi? Parce que c'est un jeu vulgaire déjà, capitaliste. On parle pas d'argent, donc. On parle pas d'argent, c'est un sujet tabou comme en France. Et voilà, on joue pas au Monopoly parce que ça finit aux foires d'empoigne dans la famille royale. Enfin, c'est le Prince Andrew himself qui a expliqué ça sur la télé de la famille royale. Donc c'est vrai. Mattel, la marque de Barbie, a annoncé cette semaine, Richard me regarde d'un air concerné, a annoncé cette semaine que Barbie allait, y allait avoir une Barbie, je vous fais passer quand même l'image, Barbie donc de la reine Elisabeth. C'est collector. C'est collector à l'occasion du jubilé qui sera célébré en juin. Elle a quand même aucune ride. La Barbie. C'est une icône. Attends, je vois la photo. Ah oui, elle fait 40 ans de moins. 40. Oui, mais elle est reine depuis 70 ans, le 2 juin. Enfin, là, hier d'ailleurs. Non, mais c'était son anniversaire, c'est pour ça qu'on en parle, j'imagine. Mais oui, 70 ans de règne. 70 ans de règne. Donc, bon, ça, elle doit avoir 25 ans sur cette photo. Mais non, parce qu'à côté, il y a la photo où elle a sans doute pas 96 ans, mais bon. Elle a fait un peu de Botox, un peu de. Non, la Barbie. De la Barbie, oui. Je sais pas. Incroyable. On est le seul pays où on est autant fasciné ici en France par la reine. Non, enfin, José en Espagne. Vous avez vos rois, oui, vous avez déjà affaire avec les vôtres. Une monarchie. Mais alors, on est un peu embêté parce que la Queen Isabelle, là, le problème avec elle. Elisabeth, elle oui, mais s'appelle. pour nous, c'est Isabelle. Ah, là, chez toi. Pardon. Mais pour vous nous, l'appelez Isabelle? c'est Isabelle. Ah, pardon. Je l'appelle on a Isabelle. appris quelque chose. C'est vrai? Je l'appelle Isabelle. Non, mais pour vous dire que je me suis dit, attends, nous, on pourrait peut-être avoir un jubilé des 70 ans de règne, sauf que Juan Carlos, il est parti à Abu Dhabi, donc c'est mal parti. Mais s'il avait continué, il aurait dû attendre pas 96 ans, mais 108 ans pour son jubilé. Mais je me suis dit, peut-être que Philippe VI... il pourra. Ben non, il faut qu'il attende jusqu'à 117 ans. Ah, donc c'est pas possible. Pour avoir ses 70 ans. Le record n'est pas prêt donc d'être battu. On est très mal parti par rapport aux Anglais, mais on a notre famille aussi. En Allemagne, on aime la reine?
Enfin, on aime toujours, surtout les scandales et le gossip qui va avec. Donc, on adore. Les Anglais aussi. Hein. Ouais, donc on adore le conflit avec la belle-fille, Meghan et William. Enfin, là, tout le press people, enfin, voilà, la presse consacrée vraiment aux nobles, à la monarchie. D'ailleurs, ils ont beaucoup de procès parce que souvent c'est inventé, parce que tellement ils sont loin que jamais des journalistes ont des vraies infos. Donc, mais là, les gens, ils aiment quand même lire des choses dont ils savent que c'est forcément pas vrai. Mais ici, elle fascine, moi. C'est l'impression que j'ai. Il y a une certaine admiration, Richard. Alors la famille royale britannique en Suisse, elle intéresse pendant l'hiver parce qu'ils viennent faire du ski. Ben oui. Voilà. Et d'ailleurs, récemment, je crois que c'est le prince Andrew, il me semble que pour régler ses problèmes judiciaires, il en a de sérieux, il a dû vendre l'un de ses chalets qu'il avait dans une Hackstatt. Exactement. C'est l'affaire Epstein. Voilà, tout à fait. Donc c'est la période pendant laquelle on s'intéresse à la famille royale. Sinon, je pense qu'il y a quand même une grande indifférence. Vous savez, la Suisse est tout sauf un pays monarchique, vous l'aurez constaté. On a toujours eu des problèmes avec les monarchies qui nous entourent, avec les Habsbourg, avec la monarchie française. Donc on les laisse volontiers aux Anglais. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que The Crown, la série, un carton, a passionné le monde entier. Et je pense qu'il y a peut-être, Richard, quelques Suisses aujourd'hui qui sont intéressés par la reine depuis. Parce que tellement de gens parce qu'on a des m'en chalets à parlent. vendre. Louise, non mais vous qui vivez en France depuis des années, est-ce que vous trouvez effectivement que les Français ont un vrai truc avec la reine ? Enfin, Ah bah oui, non mais je pense que la famille royale passionne parce que vous coupez la tête de vos rois et vos reines depuis bien longtemps. Et donc du coup, c'est absolument fascinant de penser à cette femme qui vit dans un château et qui a plein de châteaux et qui a une famille incroyable et toutes ces frasques et qui vit avec la tradition et dans un certain passé bizarre. Mais on la réduit pas un peu trop à ces frasques, à tout ça. Vous parliez de The Crown, quand on voit The Crown, on se dit c'est un vrai chef d'État. Ah bah c'est un vrai chef d'État, en effet, c'est un vrai chef d'État. Elle a eu un rôle politique dans plein de crises, alors qu'on pouvait la prononcer. Tous les premiers ministres qui sont passés devant elle, il y en a 15, ils ont tous écouté vraiment les conseils de la reine. Elle n'est pas là juste pour faire joli, quoi. Elle n'est pas là pour ses robes rose fuchsia, non. Bon. Elle a des choses à dire. Elle prend des vacances, votre reine, donc on a dit oui en Suisse. Enfin, je ne sais pas si elle d'ailleurs. Je pense qu'elle n'est jamais en vacances. Elle n'a jamais pris beaucoup de vacances, la reine. Les petits Français, eux, sont tous en vacances ce soir. Début des vacances de printemps pour la zone C, fin pour la zone B, deuxième semaine pour la zone A. Dans vos pays, c'est quoi les vacances idéales, parfaites, en Espagne ? Les françaises. C'est vrai ? Françaises, parce les que vous avez françaises des vacances. Les enfants français ont des vacances partout. Oui, non mais d'accord. On va pas rouvrir le débat où on a plus de vacances. C'est pas complètement vrai. On autant des vacances que vous. Bon, c'est vrai qu'on en a plus que vous. Mais non, mais sur le mode de vie, les vacances à la française, c'est quoi d'après vous ? C'est l'apéro, je sais pas. La pétanque, c'est le savoir-vivre, c'est la bonne bouffe, c'est s'asseoir dehors et boire des coups de rosé jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, avec modération, pardon. Oui, ça c'est très français, c'est le savoir-vivre à la française. Moi, je regarde où je vais maintenant par rapport à la nourriture. Vous m'avez éduqué là-dessus. Ça c'est bien. C'est-à-dire que je ne veux pas partir dans un pays où je vais mal manger, parce que c'est tellement important pendant les vacances pour vous. Vous mangez le matin, vous décidez ce que vous allez manger le midi, et le midi, vous parlez de ce que vous allez bouffer le soir. C'est ça, les vacances. Compte tenu de sa passion culinaire, Louise ne retourne plus au Royaume-Uni. Oui. Annika, les vacances idéales pour les Allemands, c'est quoi ? Enfin, les Allemands, ils sont quand même un peu gemütlich, on va dire. Enfin, ils aiment bien le confort. Et en France, ils adorent quand même la Provence. Enfin, c'est vraiment un peu. Il y a des régions, je pense, les Anglais, ils adorent la Côte d'Azur. En tout cas, oui, aussi tout le Sud-Ouest aussi. Ils sont partout. Les Allemands, c'est vraiment la Provence. Donc vraiment l'image qu'on se fait de la Provence avec l'apéro, le boule, le pastis, le soleil évidemment, la banque sous les platanes. C'est ça dont rêvent les Allemands. Enfin, les Espagnols vont plus. Avant de venir en France, vous avez vos plages, vous. Voilà, donc ils restent plutôt en Espagne et c'est les plages. Vous avez le soleil mais quand on regarde la France, forcément c'est Paris. Les Espagnols adorent venir à Paris. Alors certains connaissent la Provence, ils veulent aller peut-être en Alsace. Mais pour nous, quand on parle des vacances en France, c'est venir à Paris. C'est vraiment ça. Les vacances suisses, Richard ?
Pas mal les vacances lointaines. Les Suisses aiment voyager et en général, c'est naturel pour un pays qui n'a pas d'accès sur la mer. Ils aiment aller à la plage, vous l'imaginez, dès qu'il fait un peu beau. Donc quitter les montagnes une fois que la neige commence à fondre. Voilà, donc ça nous amène assez régulièrement en France ou en Italie. Je pense que peut-être en termes de popularité, les vacances à l'italienne sont légèrement au-dessus des vacances en France. Bon, on va marquer une toute petite pause, bientôt 19h52. Je vais vous emmener dans un instant au Canada avec une ville sans alcool. Vous allez voir, à tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud, good evening. Ils refont la France sur RTL. Et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée Ideen vi kan snuppe. qu'on pourrait leur piquer. Comme chaque semaine, Arthur, 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger. On commence par la Norvège qui s'excuse officiellement pour les crimes commis envers les homosexuels. Oui, à l'époque où les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient interdites par la loi, entre 1902 et 1950, 119 personnes ont été jugées et emprisonnées pour cela. Au nom du gouvernement, je tiens à demander pardon parce que dans notre pays, des homosexuels ont été traités comme des criminels. C'est ce qu'a déclaré cette semaine Jonas Gahr, le Premier ministre norvégien. L'homosexualité a été dépénalisée en 1972 en Norvège, 10 ans avant la France. Alors maintenant, c'est un pays plutôt en avance sur les droits LGBT. Le mariage gay y est autorisé depuis 2009, y compris au sein de l'église luthérienne. La Norvège célèbre donc cette année les 50 ans de la dépénalisation. Et pour l'occasion, à l'automne dernier, une publicité à la télé de la Poste norvégienne montrait le Père Noël tombé amoureux d'un homme d'âge mûr à qui il apporte un cadeau chaque année. Le spot se termine par un baiser échangé en gros plan par les deux hommes et ces mots: en 2022, la Norvège célébrera les 50 ans de la possibilité d'aimer qui on veut. Autre initiative, donc le Canada, avec cette ville sans alcool. Ouais, Raymond, dans l'état d'Alberta, une petite bourgade de 4000 habitants. Et ils viennent de voter à 52% une motion qui maintient l'interdiction donc de vendre des boissons alcoolisées dans les commerces et dans les restaurants de la ville. Alors cette prohibition, elle est en place depuis la construction de Raymond, il y a plus d'1 siècle. À cette époque, en fait, il existait un large mouvement de prônant la tempérance qui considérait que l'alcool était considéré comme responsable des fléaux de la société. Et depuis 1878, d'ailleurs, il y a une loi qui permet aux communes canadiennes d'imposer ou non une interdiction de la vente d'alcool. C'est le cas à Raymond, mais les habitants peuvent quand même s'approvisionner dans les villes voisines et consommer de l'alcool en privé. Ah, chez eux, ils ont le droit. Chez eux, ils ont le droit. Bon. Et pour les mariages, il y a une dérogation aussi. Il y a plein de choses, il y a une dérogation, j'imagine. Louise, entre ces 2 initiatives, je pense que c'est un coup marketing pour la ville aussi, qu'ils ont gardé ça maintenant, non? Moi, je me dis que c'est on peut-être parle une d'eux. bonne campagne Raymond, on a découvert Raymond au Canada. 4000 habitants, il y avait pas de chance qu'on parle d'eux à part pour ça. Oui. Juan José, vous choisissez quelle des 2 Moi, initiatives? j'ai marqué pas aller jamais à Alberta. Ah, d'accord. J'irai jamais là-bas. Moi, j'ai appris que le Père Noël descendait dans la cheminée, mais pour faire autre chose que de déposer les cadeaux. Eh ben oui. éventuellement. Oui. Moi, j'ai trouvé jolie la formule, les 50 ans de la possibilité d'aimer qui on veut. Ouais. Je trouve que c'est joliment dit, Annika. Alors, moi, je trouve intéressant les deux. Enfin, déjà, de s'excuser, c'est toujours bien en politique parce que ça se passe très rarement, on va dire. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est joli, je trouve. Et pour l'alcool, oui, c'est vrai que ça donne pas envie. En même temps, c'est vrai que il faudrait raisonnablement dire que c'est un fléau, l'alcool. Enfin, moi, je consomme aussi, c'est bien, c'est comme les gars. Allez-y, Non, mais on est tous dans cette un peu absurdité de vouloir boire, trouver ça bien et tout ça, et en même temps... Oh non, mais ça change quand même. On sait que ça cause beaucoup de problèmes, mais en même temps, on ne veut pas s'abstenir non plus. Donc voilà, et cette ville est entre les deux, là. Les confidences d'Annika. Ça te donne de sacrées idées aux Ouais. invités. Il y a de gros dilemmes là. Bon, un grand merci en tout cas à tous les 5. Je vous rappelle bien sûr cette présidentielle second tour à suivre dimanche sur RTL, le matin, le midi, le soir. Vous saurez tout. Ils refont la France revient vendredi prochain. On décryptera ces résultats ensemble dans un instant. RTL Foot et juste avant l'essentiel de l'actu, ce sera avec Aude Vernuccio.